Donc, ce que je vous propose, c'est de réserver vos questions pour après. On va écouter d'abord Thérèse Place, sous-directrice de la DD-ETSPP du Loir-et-Cher, qui va nous justement remettre un peu cela dans un cadre réseau. À toi la parole. Oui, voilà. Alors en fait, mon intervention a un but aussi de faire un peu une synthèse de toutes les informations qu'on a pu collecter au fur et à mesure des présentations, avec tous les acteurs qui ont pu se présenter. Là, l'objectif, c'est de faire une cartographie des acteurs qui interviendraient si on avait des cas groupés qui apparaissaient dans un cas, dans un département, quelque part. Comment on se mobiliserait très concrètement, comment on identifierait déjà qu'il y a une crise, des cas groupés, et après, comment on se mobiliserait. Voilà. Donc, on a d'abord des lanceurs d'alerte, on les a bien vus, les médecins de leur côté, qui peuvent avoir identifié des cas groupés autour d'une activité particulière. Je ne vais pas rentrer dans le détail, on en a parlé, avec cette notion de maladie à déclaration obligatoire qu'on a là, côté humaine. Donc avec un signalement à l'ARS et puis une remontée éventuellement donc à SPF, Santé publique France. Donc comment on identifie des cas groupés, comment avec l'enquête épidémiologique on pense qu'effectivement il y a un problème à une échelle locale identifiée. Du côté des vétos, on peut aussi identifier des cas groupés. Donc, on peut avoir plusieurs vétérinaires sur une commune qui constatent des mortalités ou des cas de leptospirose canine, ou alors on peut avoir des suspicions fortes, effectivement, sur des bovins, porcins, petits ruminants. Et là, on en a parlé, quid de l'identification de l'événement, comment on peut, puisque c'est une maladie non répertoriée, et qu'au niveau de la DSPP, on peut dire, écoutez, ce n'est pas une maladie réglementaire, on ne s'en occupe pas. Or, typiquement, nous, au niveau de la DSPP, on a contact avec les vétérinaires praticiens de tous les départements. On est aussi un moyen de diffuser de l'information auprès des vétérinaires praticiens. Donc, ce qu'on suggère, c'est que si vous avez plusieurs cas groupés ou qu'entre confrères, vous évoquez ensemble des cas groupés, n'hésitez pas à nous remonter l'information à la DSPP. Parce que nous, à notre niveau, on peut prendre contact avec l'ARS et évoquer ces cas groupés. Donc, on va effectivement identifier qu'il y a une problématique sur une zone donnée. On peut aussi remonter l'information, ça peut être les laboratoires d'analyse qui peuvent nous remonter de l'information à ce sujet, qui peuvent donc des labos humains, des labos vétérinaires qui peuvent dire écoutez, il y a des cas particuliers, donc il y a une problématique locale. Donc là, du côté de la santé animale, j'ai parlé uniquement des cas sur des animaux domestiques. Alors, on a parlé du réseau SAGIR avec Anouk. Donc ici, on a les signalements qui peuvent être faits via le réseau SAGIR. On peut aussi avoir les collectivités locales, des élus, des maires, à d'autres échelles, qui peuvent identifier qu'il y a une problématique. Ils entendent parler de cas, ils sont en relation avec les médecins qui évoquent plusieurs cas. Et même si l'information n'est pas encore remontée, eux sont en capacité d'identifier des signaux faibles ou plus ou moins forts, et remonter l'information aussi. Il y a des problématiques chez les humains, il y a des problématiques chez les animaux, donc il y a un sujet local. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on ferait ? Typiquement, on pourrait monter un comité de suivi partenarial sous pilotage du préfet de département qui a vocation à gérer les crises. Donc, à court terme, on pourrait déjà, en première intention, ensemble, ARS, DSPP, voire DDT, OFB et d'autres acteurs locaux à identifier, faire un premier diagnostic, faire une enquête épidémiologique. Est-ce que c'est une problématique qui apparaît ou est-ce qu'il y a de l'antériorité ? Il y a déjà eu des cas similaires sur la zone, donc faire un peu une première petite enquête épidémiologique. Deuxième action, à court terme, ce serait prévenir de nouveaux cas, éviter qu'il y ait de nouveaux cas qui apparaissent. Donc pour ça, on l'a vu dans les exemples donnés, on communique en particulier sur les protocoles d'hygiène. Donc pour ça, il faut aussi identifier vers qui on va communiquer. Les usagers. Et donc tout ça, ça pourrait être fait
Donc on identifie quelles sont les victimes potentielles des leptospires et on communique par la préfecture. À la préfecture, on a un service communication qui est en capacité de communiquer vers les médias, qui peut communiquer vers les collectivités concernées pour qu'il y ait des messages installés localement, si c'est une zone de baignade ou ce genre de choses. Il y a la direction départementale de la jeunesse et les sports qui peut faire passer des messages aux fédérations sportives. Donc voilà les cibles, fédérations sportives, collectivités, fédérations de pêche, fédérations de chasse, toutes les associations de protection de la nature, les gestionnaires de sites naturels par exemple, et puis nos collègues de l'Office français de la biodiversité, l'ONF. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour prévenir de nouveaux cas? On a parlé de la fermeture de l'accès au site. Et puis, dans ces premières étapes-là, c'est aussi mettre en veille le réseau des lanceurs d'alerte. Donc, via l'ARS, via la DETSPP, les collègues de l'URGTV, on prévient les médecins, on prévient les vétérinaires de la possibilité d'apparition de nouveaux cas. Donc, dans ce cas-là, il faut les signaler. Et puis, à cette première étape, on se prépare aussi, on se met en ordre de marche et on va communiquer sur ce qu'on va mener, notamment vis-à-vis des élus. Souvent, ils sont des bons relais de l'information, ils peuvent expliquer. Retenir qu'en fait, les leptospires sont des symptômes de l'état global dégradé de la rivière, ou du cours d'eau, ou de la zone aquatique qui est concernée. Alors, dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'on peut faire? Faire un état des lieux, c'est évaluer l'ampleur et les évolutions possibles de la situation. Donc, j'ai mis à court, moyen terme, parce qu'effectivement, s'il y a des prélèvements et des analyses à faire sur les cas humains, sur la population animale domestique, sur la population animale sauvage, il faut pouvoir les faire assez rapidement sur les nouveaux cas. Donc on voit ici en partenaires mobilisés, bien sûr, les médecins, CHU, ARS, SPF pour l'information, vétérinaires, les groupements de défense sanitaire qui eux, suivent de très près la situation sanitaire dans les élevages de rente, et la DETSPP qui peut être un bon relais aussi vis-à-vis d'eux. Et puis en matière de population animale sauvage, eh bien, on a la Fredon, les dératiseurs et piégeurs. Et puis, via le réseau SAGIR, on peut aussi obtenir des prélèvements sur la faune sauvage, notamment les rongeurs pour les dératiseurs et les piégeurs. Ensuite, on peut... Alors ça, c'était sur la population. Et maintenant, un diagnostic à faire sur l'équilibre de l'écosystème. Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau? Qu'est-ce qui peut y avoir changé dans l'écosystème qui a pu entraîner finalement une dégradation, et donc pourquoi cette situation a entraîné cette présence plus importante de leptospires, si c'est ça le problème. Donc là, on peut avoir un pilotage de la mission interservice de l'eau et de la nature faite par la direction départementale des territoires, qui a l'habitude, dans le cadre de cette misaine, de coordonner un peu les actions en matière d'amélioration de la qualité de l'eau. Et donc, cette instance peut piloter un diagnostic avec les partenaires qui ont l'habitude de se réunir pour veiller à l'amélioration de la qualité des eaux. Donc typiquement, là, on peut avoir aussi des informations sur l'état de l'écosystème par le responsable du schéma d'aménagement des eaux, qui est l'établissement public territorial de bassin. Alors, ensuite, on peut aussi, en fonction de cet état des lieux, qu'est-ce que va nous dire cet état des lieux? Qu'est-ce qu'on va faire après? On peut très bien rester sur un système de type préventif. On sait que c'est un territoire connu à risque de leptospirose. On communique sur les mesures d'hygiène, on continue à fonctionner comme ça. Ou alors, on se dit, finalement, il y a peut-être quelque chose dans l'écosystème qu'on est en capacité de gérer. Par exemple, dans le cadre de la Vilaine, on a connaissance du fait que c'est un cours d'eau qui est dégradé depuis de nombreuses années, qui est très canalisé, dont les zones humides ont été très impactées. Donc potentiellement, si on améliore le fonctionnement de la rivière et sa capacité épurative,
on peut peut-être améliorer l'état de l'écosystème. Donc on peut choisir une maîtrise à long terme et à la bonne échelle. Parce que ce n'est pas forcément le lieu où les personnes se sont contaminées qui sont problématiques, c'est peut-être à réfléchir à l'échelle du bassin versant du cours d'eau. Il faut retenir que là, la prolifération bactériologique est multifactorielle. Il faut donc identifier et travailler sur tous les facteurs. Et donc, sa résolution doit être pensée par l'action collective, chacun pouvant agir à son niveau. Hop. Donc, à plus long terme, on peut choisir de faire une résolution et maîtriser le risque par l'action collective. On a parlé des rongeurs, mais ce n'est pas forcément la solution. On peut réfléchir avec la Fredon, qui a l'habitude de gérer les rongeurs, à réduire la population des odes, d'animaux. Voilà. Obtenir le bon état des masses d'eau. Donc là, je parlais du pilotage de la misaine, avec d'abord un diagnostic poussé de l'équilibre de l'écosystème. Et dans ce diagnostic, un diagnostic des interfaces animales, hommes et environnement. Donc après, c'est des grands projets, voilà, et puis ça demande du temps. Renaturation du cours d'eau, on revoit les berges. Restauration de zones humides qui ont pu être affectées par des constructions et l'urbanisation grandissante. Amélioration de l'assainissement, revoir l'assainissement des communes avoisinantes. Ou amélioration des pratiques dans le cadre d'un bilan qui serait fait avec la Chambre d'agriculture. Vous voyez tous les partenaires qu'on peut réunir à plus ou moins grande échelle et sur un pas de temps très variable, parce que améliorer la qualité d'eau d'un cours d'eau, ça peut être un travail de très longue haleine. Et puis, bien sûr, rester en veille, qu'il y ait toujours notre réseau de surveillance et d'alerte qui soit mobilisable à tout moment. Voilà. Et bien sûr, dans cette réflexion, il faut toujours beaucoup mettre dans la boucle les collectivités locales qui, elles, sont souvent force de proposition parce qu'elles connaissent les enjeux et les acteurs du territoire et elles ont une bonne connaissance aussi de l'historique des problématiques, notamment en matière de qualité des eaux. Voilà, je pense que je suis arrivée au bout de ma présentation. Je crois qu'il n'y a plus de diapo. Voilà. Merci beaucoup Thérèse. On a commencé la soirée en parlant de réseau One Health et on finit la soirée en parlant de réseau One Health après avoir parlé de leptospirose. Vraiment, la boucle est bouclée, on peut rentrer dans des actions pratiques. Juste une question, monsieur Jean-Pierre Luttrot de Fredon est là. Est-ce que vous voulez dire un mot, puisqu'on a cité Fredon, sur l'activité de surveillance des rongeurs ? Bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Donc Jean-Pierre Luttrot, donc je suis le président des piégeurs du département du Cher et je suis le vice-président de la Fredon. On a mené une opération il y a en 2018. Je veux dire, quand on parlait, la première personne qui a parlé, elle disait au niveau de l'école. Moi, je me rappelle, je vais vous raconter vite fait, je passais le long d'Adin-sur-Oron, où j'habite, et il y avait une quarantaine d'enfants avec 3 instits, et qui étaient après faire un petit pique-nique sur le bord du canal. Et en fin de compte, où vous avez en permanence 10, 15 varangondins qui étaient à chaque fois après ronger l'herbe. Donc j'étais les voir et puis je leur ai dit vous avez vu où vous êtes quand même et elle me dit on est bien ici. Elle a dit vous vous rendez compte, le cadre il est joli et tout. J'ai dit oui d'accord, mais vous avez vu ce qu'il y a par terre? Je dis le matin vous venez, à 11h vous revenez, vous verrez il y a au moins une quinzaine de ragondins. Donc et de là moi ça m'avait interpellé quand même parce que je me suis dit les instituts, elles n'étaient pas au courant du tout de la leptospirose. Et de là, c'est là où on a essayé. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc, je suis allé au conseil départemental. J'ai monté un dossier pour aller essayer de récupérer des fonds de manière à pouvoir essayer
d'impliquer beaucoup plus les piégeurs par rapport au niveau des ragondins. Bon, je vous dirais, on a fait ça en 2019. Il y a eu le Covid, l'information, on a été très coincés. Et c'est de là qu'en fin de compte, bon, on est une association, des bénévoles, et c'était quand même assez lourd à gérer. Et de là, eh bien, j'ai été voir Frodon, parce que je savais que ça existait dans l'Indre-et-Loire depuis une vingtaine d'années déjà. Et on a signé une convention avec le conseil départemental, les piégeurs et la Frodon. Donc de là, eh bien, on est parti avec que quelques communes. Et à l'époque, on avait vu au niveau du conseil départemental, le directeur, il a dit, moi je veux faire le canal à vélo. Écoutez, moi, si vous faites des prises sur le canal de manière que ça nous coûte moins cher et qu'en fin de compte, on n'ait pas de problème, eh bien, on vous suit. Donc de là, eh bien, c'est là où ils ont mis les 35 communes du canal de Berry dans notre convention pour pouvoir démarrer. Maintenant, on n'est plus à 35, on est à 122 communes, donc ça s'étend, on est pratiquement 50%, même un peu mieux maintenant du département. Et voilà, donc ce qu'on essaie de faire, et faut savoir quand même que les piégeurs, c'est des acteurs de terrain. Quand on parle de personnes qui connaissent la nature, il n'y a pas mieux. Parce que ces gens-là sont tous les jours sur le terrain. Ils peuvent relever n'importe quel petit problème. La leptospirose, vous savez, moi j'écoute souvent des gars qui me disent « Ah dis donc Jean-Pierre, tu sais, j'ai été courbaturé, j'ai été ci, j'ai été ça. » Et je suis sûr que de toute façon, ça passe à côté. Et c'est pour ça que ça, c'est pas dans vos calculs là, mais il y en a de plus en plus par rapport à ça. Moi, je sais que quand je tiens mon assemblée générale, eh bien, on a souvent un vétérinaire qui vient et où on explique un petit peu tout ça, parce que c'est de l'information qui manque beaucoup. Voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. Bon, il commence à se faire tard. Est-ce que vous voulez discuter autour d'un verre ou répondre aux questions qui ont été posées pendant la soirée, notamment les questions posées notamment aux vétérinaires sur la déclaration de la maladie? Merci. En santé humaine, pour le CHU, le protocole vaccinal, s'il vous plaît, et qui pratique cette vaccination? Parce que, en tant qu'infirmière, je n'ai jamais pratiqué cette vaccination. Est-ce que c'est fait en médecine infectieuse uniquement? Et quel est le protocole? On vaccine 2 fois 15 jours d'intervalle, puis ensuite il y a un rappel à 4 à 6 mois, et ensuite tous les 2 ans. Tous les 2 ans, Ouais. d'accord. Et c'est fait dans votre service? Alors, Émeric. Oui, Voilà. C'est disponible en pharmacie de ville, mais nous, on le vaccine au centre de vaccination international. D'accord. Merci. Merci beaucoup pour toutes ces présentations. Je voulais juste savoir si la leptospirose était reconnue comme maladie professionnelle pour les vétérinaires ou pas. Comme maladie professionnelle pour les vétérinaires. Oui, si les vétérinaires sont salariés, ils peuvent être reconnus en maladie professionnelle. Tout à fait. Bah oui, parce que pour avoir le statut de maladie professionnelle, c'est un statut de la sécurité sociale qui s'adresse aux salariés. Donc les libéraux, Tintin. Non, on ne dit pas Tintin. Gardez le micro. Dans le premier cas que vous avez présenté sur le patient du Cher qui s'est baigné et qui a été diagnostiqué a posteriori et a priori asymptomatique, est-ce qu'il a été soigné, traité? Et ça, c'est peut-être pour votre voisin, un infectiologue. Est-ce qu'il y a besoin de le traiter ou de le soigner pour un patient asymptomatique qu'on voit a posteriori? Alors, lui, je ne sais pas s'il aurait dû, mais il n'a pas été traité, lui. Il n'avait plus de symptômes. Il dit non, maintenant je vais bien. Il n'a pas eu de traitement. Non, on ne le traiterait pas. Et peut-être on lui conseillerait de surveiller les problèmes ophtalmologiques. Ouais. Est-ce que du coup, si on dit qu'il y a des UVI derrière qui arrivent, est-ce que ça limite justement, est-ce que les patients qui n'ont pas été traités déjà positifs, est-ce que c'est ceux qui ont été traités?
Ouais, ça, je sais pas. J'ai essayé de regarder ça dans la biblio, c'était pas très clair. Juste une question de médecine comparée par rapport, parce qu'en humaine, on n'a pas du tout parlé d'avortement. Nous, en milieu vétérinaire, notamment chez primates, on a des avortements à leptospirose. Est-ce que c'est le cas en humaine ou pas? Déjà, il y a très peu de femmes, comme on l'a dit plusieurs fois, pour des raisons d'exposition, de profession, etc. C'est quasiment que des hommes, donc là, déjà, ça règle une partie du problème. Non, je connais pas du tout. Est-ce que c'est testé en cas d'avortement? Non. Ok. Tu t'es pas présenté, tu es vétérinaire aux Zoo de Beauval. Nous, on avait une question à te poser, c'est de savoir, vous, comment vous gérez la leptospirose. Est-ce que c'est un risque avec tout le type d'animaux que vous avez? Et on a vu qu'il y avait de nombreuses espèces sensibles. Est-ce que vous les testez quand elles arrivent? Comment ça se passe? Comment vous gérez ça, même en dehors des cas avérés? Est-ce que vous avez eu des cas avérés de lepto, etc.? Alors, on a eu plusieurs cas avérés, c'est assez occasionnel sur nous. Ce n'est pas une maladie qu'on va rechercher de façon continue ou fréquente, notamment pour des échanges d'animaux sur ça. On va rechercher en fonction des cas cliniques, donc sur tous les avortements, c'est cherché. Pour toute maladie, il va y avoir une implication hépatique, potentiellement pulmonaire ou rénale, sur lequel on n'a pas d'autres causes potentielles, on va chercher. Voilà. Il y a des partenariats de recherche, notamment avec Vetagrosup pour des sérologies, des PCR sur urine notamment, sur rats, sur tous les rats qui vont être, enfin une partie des rats qui vont être capturés dans la lutte contre les rongeurs, et aussi sur une partie d'animaux. On a pas mal, au niveau des animaux cliniques, on a eu pas mal d'ordres différents, des tapirs, donc un petit peu proches des chevaux, des rhinocéros, des primates, des rongeurs, certains herbivores. Donc c'est quand même assez divers au niveau des taxons. Je ne sais pas, vous avez combien de cas par an, par exemple, à peu près? Je pense qu'on est à 2-3 cas confirmés par an. Bon, on va prendre le dessert. Je vois que tout le monde, que j'en vois beaucoup qui commencent à bâiller, etc. Un grand merci pour votre présence et votre participation. Excuse-moi Henri, juste un petit mot quand même, avant que tu conclues. Je voulais quand même remercier 2 personnes qui ont activement œuvré pour organiser cette soirée. Donc Pauline, en premier lieu. Voilà, je t'oublie pas, Pauline. Alors, Pauline, c'est l'animatrice de l'OVVT, l'organisation vétérinaire... voilà, à vocation technique, il est trop tard même pour moi. Et puis la deuxième personne, Henri, quand même, parce que sans lui, je pense que ce genre de soirée n'aurait pas lieu. Donc un grand merci à Henri. Merci David. Et bonne soirée à tous, et on vous invite donc autour d'un verre à continuer la discussion.